Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast qui s'appelle À l'arrache ou quoi. Qui je suis? Je m'appelle Johan Dufour, je suis coach agile chez Equité, j'interviens chez Kiabi. Vous pouvez voir ma tête sur les réseaux parce que j'aime bien montrer ma tête. Et je suis aussi cofondateur d'une startup qui s'appelle My Lovely Jobs, qui fait de la connexion entre des experts et des boîtes de la tech sur la métropole européenne de Lille, et qui est Mail pour les intimes. Aujourd'hui, on a de la chance. On va parler d'un thème que vous avez peut-être déjà vu sur vos périmètres. Et tout simplement, comment faire évoluer un workflow qui a été conçu à l'arrache. Et pour en discuter, j'ai la chance d'avoir avec moi David Lézé. Pareil, hein, on voit souvent ta tête sur les réseaux aussi, David. Est-ce que Salut. tu peux, salut, est-ce que tu peux dire qui tu es, ce que tu fais, quelles sont tes spécialités? Yes, sans problème. Déjà, merci pour l'invitation. De rien. Effectivement, moi, c'est David Lézé. Ouais, j'aime bien aussi mettre ma tête et du contenu sur les réseaux. J'aime bien partager. Je suis product owner dans une boîte qui s'appelle Biomérieux, qui n'est pas vraiment dans l'univers de la tech à la base. On est plutôt dans la pharma, tout ça. Et je bosse sur un SaaS pour les industriels agroalimentaires. Notre but, c'est en gros d'aider à lutter contre les contaminations pathogènes. Si tu as déjà vu genre les scandales, genre Buitoni, Kinder, tout ça, truc pas très cool. Notre Ouais. but, c'est d'essayer que ça arrive pas. En gros, tu Euh, veux éviter qu'il y ait du cheval dans les lasagnes au bœuf. ouais, surtout de la salmonelle dans tes lasagnes, Ouais. effectivement, parce que crois-moi, après, t'es pas très bien. Et Ouais. si on peut éviter ça, c'est plutôt chouette. Donc, du coup, ça fait bosser sur des sujets genre le séquençage du génome, la microbiologie, la bioinformatique, des trucs assez cool. Et moi, mon job, c'est de rendre la science accessible aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions avec, et si possible, des bonnes décisions pour éviter que Ok. derrière, qu'il y ait des gens qui soient malades. À Ok. côté de ça, tu me connais, je fais d'autres trucs. J'ai une activité de speaker, effectivement, sur l'agilité, la tech, le monde du produit. J'aime beaucoup le partage, j'aime beaucoup la communauté. Donc j'essaye de rendre un peu ce qu'elle me donne. Et puis voilà, des trucs cool, quoi. Ouais, et puis tu fais ça depuis longtemps, hein. Enfin, tu fais partie de ces personnes qui, je peux le dire tranquillement, hein, qui m'ont inspiré, qui m'ont amorcé en tout cas sur ce mouvement-là. Et pour ça, bah, je te remercie, je te félicite. Et c'est cool parce que on a un mindset qui est en commun, donc c'est intéressant qu'on puisse discuter de cette thématique ensemble. Carrément, carrément. Allez, on lance le sujet. Allez, on lance ce sujet. Bah, déjà, on va commencer par les bases, hein. Bah, c'est quoi un workflow? Alors moi, typiquement, je trouve que la traduction littérale, elle est tout à fait pertinente. Un flux de travail. Enfin, tu le prends en français, hein, tu découpes le mot, un flux de travail. D'ailleurs, chez nous, on utilise beaucoup plus souvent ce terme, flux, plutôt que workflow. Parce que je l'aime beaucoup. Il y a un côté très fluide, il y a un côté très, tu sais, cours d'eau un peu, Ouais, où tu t'imagines très bien l'amont, l'aval, etc., les étapes. Du coup, moi, j'aime beaucoup utiliser ce terme. Dans notre équipe, c'est un terme qui revient très très souvent. Genre, attention, faut pas bloquer le flux. Attention, là, on n'est pas en train de tirer le flux, etc., etc. Donc c'est rigolo parce que à ton sujet faisait écho dans le sens où c'est vraiment quelque chose chez nous qui est primordial. ouais. Et c'est une nécessité, hein. En tout cas, voilà, cette histoire de workflow, ouais, après, il y a l'histoire d'anglicisme, hein, on en fout partout. Mais parfois, revenir au basique et faire une traduction littérale, ça marche, hein. Ne serait-ce que d'autres trucs, hein, sur les rituels. Daily meeting, oui, c'est une réunion tous les jours. Enfin, c'est quotidien. Et c'est bien, ouais, c'est une bonne vision. Et sur l'histoire du flux, ouais, c'est le flux de travail. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez et je pense que c'est biaisé. Je sais pas comment l'expliquer. Mais, euh, mais En ouais, fait, donc ouais. tu vois, quand tu reprends on va dire l'idée de base, elle Mhm. est ultra simple. Tu dis, je vais modéliser les étapes par lesquelles une tâche, elle va passer. Et si je te prends un exemple avec que quasiment tout le monde a déjà fait un jour en termes de workflow, ça va être backlog, spécification, ready to dev, work in progress, test, prod. Alors là, je t'ai mis plein d'anglicismes à la con, je suis désolé. Mais, euh, mais ouais, tu vois, là, le flux que je viens de te décrire, ça va être le flux de 80-90% des équipes tech. Alors bien sûr, tu vas faire des adaptations, tu vas avoir des petits trucs, etc. Mais c'est tout simple, c'est une suite d'étapes ordonnées. Chaque tâche
va passer par chacune des étapes, pouvoir être terminé. Hein. Je me souviens encore tu vois, d'Alex Boutin avec son done et son done. Tiens, ça me fait marrer ça. Mais, et en fait, la plupart du temps, ce que tu as quand tu fais un workflow, c'est que tu as des conditions afin de basculer d'un état à un autre. On va y revenir à ça, mais, heu Ouais. et en fait, si tu l'analyses, un workflow, c'est ça. C'est j'ai des états et j'ai des conditions et mes Mm. tâches, elles vont parcourir mon workflow, elles vont parcourir mon flux. C'est tout simple. Ouais. Bah, c'est bien, tu me permets d'anticiper par rapport au DOR-DONE. En fait, il y a tout un tas aussi de notions qui existent et qui sont extrêmement liées au workflow. Hein. Il y a le time to market, on a, alors c'est pareil, encore une fois, des super anglicismes, le cycle time, le lead time, etc., etc. Sur le DOR-DONE, comment est-ce que tu le définis en fait par rapport au flux de travail? DOR-DONE, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est Definition of Ready, Definition of Done. C'est assez simple finalement, c'est quand est-ce qu'on est prêt et quand est-ce qu'on a terminé. Et là, il y a plein de problématiques qui existent dans les équipes en se disant, ouais, bon, on a défini un DOR, mais ça marche pas très bien. Et toi, quels seraient les conseils en fait que tu auras donné pour se dire, ok, on a un flux avec un certain nombre d'étapes. Là, déjà, c'est aussi important de dire, l'équipe est aussi d'accord avec ça. Parce que ça, je sais pas si tu l'as déjà observé. Moi, ça m'arrive d'avoir des équipes qui vont dire, ouais, alors on a cette étape, mais finalement, l'activité, en tout cas les tâches ou les user stories, ou peu importe comment est-ce qu'on appelle les choses à réaliser, ça passe quasiment pas dedans, donc on sait pas trop et ils rechangent pas leur truc. Bref, on sait que c'est figé, que c'est bien quelque chose qui est compris super important collectivement et aussi, comment dire, respecté. Après, tu as les étapes en amont et en aval. Et finalement, est-ce qu'on a des conseils, en tout cas, pour se dire comment est-ce qu'on remet ce DOR, ce DOD en perspective et qu'on le fasse correspondre, en fait, avec le workflow? Alors, si tu reprends encore une fois, je vais essayer de reprendre un peu les définitions et les basiques, tu vois? Ouais. Un DOR et un DONE, donc un definition of ready, definition of done, pardon. C'est, ni plus ni moins que souvent, hein, quand on parle, c'est pareil, on pourra reparler de ça, mais de cycle time, Hmm. heu, c'est quoi mes conditions d'entrée? C'est quoi mes conditions de sortie? Ouais. Qu'est-ce qui dit, collectivement, le terme est bon, comment on dit qu'une tâche, elle est prête à entrer dans le cycle, à entrer dans une première étape de ton workflow, même si tu peux avoir des choses en amont, hein, attention, hein. Et comment tu dis qu'une tâche, elle est finie? Typiquement, allez, si pour aller plutôt sur la fin, moi Hmm. j'ai une règle qui dit: «Une tâche, elle est pas finie si elle est pas en prod». Oui. Ça, tu vois, c'est immuable. Tu pourras discuter tout ce que tu veux avec moi, tu pourras essayer d'argumenter tout ce que tu veux, si tu es dev, si tu es manager, si tu es ce que tu veux. Moi, si tu es pas en prod, tu es pas fini. Et tout Ouais. et mes dernières colonnes dans mes Kanban, dans mes boards et cetera, c'est la prod. Alors après, évidemment, tu as d'autres choses qui se passent après, hein, le feedback, l'adaptation, tout ce que tu veux. Mais, moi, les workflows qui finissent par, du ready to prod, ça m'agace. Ouais, bah, c'était la question que j'avais notée en supplément. On peut l'observer, ça. Ah ouais, c'est bon, on a terminé parce que ça a été livré en pré-prod ou sur un environnement de recette. Donc au moins, ton avis, il est tranché. Je suis en phase avec toi, hein. C'est-à-dire, oui, tant que c'est pas livré aux utilisateurs finaux, est-ce que ça a un sens ou est-ce que bah, déjà on n'est pas sur un workflow qui est incomplet? Parce que comment est-ce qu'on arrive à suivre finalement la valeur qu'on a livrée aux utilisateurs si cette étape euh, livrée en prod n'existe pas, ou si elle est enfin pas bypassée, mais si on s'arrête avant, il y a un vrai souci pour moi. Euh, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour vérifier si les utilisateurs finaux, bah voilà, ils sont satisfaits, s'ils ont des feedbacks, s'ils veulent réajuster? C'est impossible. Bah, clairement, en fait, c'est juste que, tu as, je vais être un peu cash et un peu méchant, mais Mm. en fait, tu as juste pas compris le concept fondamental de l'agilité, si tu fais ça. Ouais. L'agilité, c'est des cycles courts pour apprendre et récupérer du feedback et adapter. Si tu t'arrêtes effectivement à la recette, bah, tu vas avoir des feedbacks. Tu vas avoir des feedbacks de tes recetteurs et attention, c'est important. Il faut les prendre en compte et cetera et cetera. Moi, j'ai encore eu un exemple
la semaine dernière. On a livré un truc. Alors, on n'a pas vraiment de recettes chez nous. On est plutôt sur des cycles qui sont très courts, machin, etc. Mais on a quand même quelqu'un en interne qui a des compétences en microbiologie, etc., qui m'aide à vérifier avant de mettre ça sur la prod et sur le marché que tout ce qu'on fait, c'est OK, c'est cohérent, etc. Je livre un truc, je lui demande de faire une passe dessus et Mhm. elle me sort un gros problème que j'avais pas du tout, tu vois, anticipé, moi en tant que PO, etc. Ouais, tu vois, j'étais passé à côté. C'est génial. Enfin, là, ça m'a permis d'apprendre. On a feature flippé la fonctionnalité. On a mis dans le backlog ce qu'il faut pour qu'elle soit complète. Et on est parti en prod quand même. Sans. Ouais. Tu vois. Donc là, le feedback d'apprentissage, il est bon. J'ai pas de problème avec le fait de faire de la recette, etc. Euh, juste, ce n'est qu'une étape de ton workflow. Oui. C'est pas la fin. Ouais, et finalement, est-ce que ça revient pas à faire une sorte de pseudo-cycle en V, on ne sait pas trop quoi, parce que dans ce genre de cadre-là, c'est que tu finis par livrer aux utilisateurs finaux au bout de 6 mois, parce qu'il y a eu des temps de recettes de ouf, et en fait, l'objectif, c'est de livrer rapidement de la valeur. Donc, ouais, ce côté, avoir un workflow avec le pré-prod qui est en état final, ouais, je suis totalement en face. C'est que il y a un problème, c'est qu'on va jamais s'adresser aux utilisateurs finaux. Et ça me revient à la question que j'avais qui fait partie du déroulé du podcast, c'est comment on identifie un workflow pourri. Alors pour moi, alors je dirais pas que c'est un workflow pourri, mais c'est qu'il y a un problème de complétion et un problème ouais, de mindset. En disant oui, on livre pas aux utilisateurs finaux, donc le workflow il est incomplet. Alors là, à dire est-ce que c'est pourri ou pas, c'est une autre question, hein. Mais finalement, un workflow pourri, c'est quoi en fait pour toi? Alors, j'ai réfléchi à la question sur l'angle de comment on identifie en fait. Et moi, c'est un truc Mm. que j'aime bien, effectivement, c'est essayer de voir des facteurs, essayer de voir des trucs mesurables ou autres qui te disent que ah ouais, là, potentiellement, c'est pas fou et tu as des facteurs d'amélioration. Typiquement, il y en a un, tu viens de le citer, et c'est Mm. on va dire, le plus obvious. Les tâches, elles sortent pas. Tu Ouais, vois? Ça stack, ça stack, ça stack, et tu livres tous les 6 mois, et quand tu livres, bah, du coup, c'est un enfer, etc. Je pense que celui-ci, tout le monde le connaît bien. Mais tu en ouais, as d'autres aussi. Tout reste bloqué sur une étape du flux. Le oui. fameux bottleneck, quand tu fais de la théorie des contraintes, etc. Mais ça, c'est flagrant. Et à l'époque, moi, je suis vieux, où tu faisais des Kanban physiques dans les bureaux, Ouais. mais n'importe qui connaissait pas ton produit, qui connaissait pas ton projet, connaissait rien du tout, en 4 secondes, il rentre dans ton bureau, il pourrait s'apercevoir que tu as un problème. Que Ouais, tu avais une colonne là remplie avec 25 post-it quand toutes les autres elles en ont 2, tu oui. vois? Bah, normalement la personne dit: «Mais il se passe quoi là?» Bah là, c'est un gros embouteillage là, tu un problème. Donc tu as celui-là, tu as aussi un autre. Alors typiquement, moi je suis on va en reparler tout à l'heure, mais je suis un très gros adepte du flux tiré, Mm. et normalement tes tâches, elles vont de la gauche vers la droite. Si un peu trop souvent, tu fais l'inverse, souvent tu as un souci dans ton workflow. Ouais, Je dis pas que ça peut pas arriver. Honnêtement, moi, ça m'arrive. Mais c'est pas, je veux dire, la norme, ouais, tu vois? Et puis tu as des problèmes plus humains aussi. Si les gens, ils râlent tout le temps sur le process, oui. tu un problème là, tu vois? Les gens, ils sont pas bien dans ton cadre. Faut faire quelque chose. Tu as un autre qui est insidieux aussi, c'est, tu passes plus de temps à bosser sur le workflow que sur la création de valeur. Ok, Ça, c'est un peu un problème de coach, tu vois? ouais, c'est Heu, clair. mais il y a un moment, bah, les gars, on n'est pas là pour bosser sur le workflow. On est là pour créer un produit, on est là pour créer de la valeur pour des utilisateurs. Donc, oui, bien sûr que c'est bien de l'adapter, de l'améliorer, mais attention, quoi. C'est pas l'objectif principal. Ouais, et puis Donc ça c'est en fait déjà pareil, en fait. quelques-uns, hein. Ouais, et dans les équipes, tu sais, même si tu mets en place vraiment en init un workflow, tu vois, moi, ce que je conseille typiquement, c'est de démarrer sur un truc super simple, quoi. Mmh. Parce que la complexité, du coup, personne ne comprend rien. Euh, c'est pareil, hein, ce truc-là, moi, j'aime bien cette histoire de retour en arrière. C'est de se dire, ah, bah, génial, en fait, finalement, c'est passé en recette. Ah, mais non, en fait, j'ai oublié un truc. Ah, et puis en fait, ça repasse en recette. Ah, et puis non, ça revient. Donc là, en fait, tu as un vrai problème en termes de rigueur. C'est même une question à se poser, hein. C'est est-ce qu'il ne faudrait pas des sortes de
critères intermédiaires pour être sûr de passer d'une étape à une autre. Mais là, c'est un autre débat philosophique et une autre contrainte. Mais oui, enfin, s'assurer finalement ce que tu n'as pas en flux tiré. En flux tiré, on s'assure que c'est OK et puis on y va et puis on fait avancer la tâche jusqu'à ce qu'on puisse livrer. Mais ouais, il y a cette vraie question-là et la complexité du workflow. Est-ce qu'on peut dire que c'est des workflows pourris quand ils sont complexes? Je sais pas. En tout cas, ça facilite pas la compréhension et bah, la livraison au final pour les équipes. Ouais, en plus, le truc, c'est que on pourrait croire qu'un Ouais. workflow pourri, c'est des impacts anecdotiques. En vrai, moi, je le Mm, pense pas. Pourquoi? mm. Parce que ton workflow, c'est ton cadre dans lequel ton équipe, elle bosse toute la journée, 220 jours par an. S'il est naze, en fait, les gens, ils vont en souffrir. Ouais. Tiens, je peux te donner un petit exemple d'un workflow que j'ai vu en consulting. Tu avais 7 devs qui faisaient du Scrum, en gros, sur 3 semaines, je crois. Mhm. Et un testeur transverse partagé entre 3 équipes Ok. qui devait absorber la charge de test. Et lui, il faisait ses tests sur le sprint N+1. Là, pour moi, dans ce que je viens de t'expliquer, je vois 3 problèmes. Tu les as ou pas? Ouais. Allez, Bah vas-y. déjà, déjà le N+1, ça veut dire que Ouais. ça. Enfin voilà, ça fait même pas partie du workflow en fait de base. Il est complètement après. Donc c'est que ton workflow, c'est que de la réalisation pure technique. Et ton test, déjà, il sort complètement du truc, c'est complètement con. Et puis tu peux pas livrer, donc c'est complètement. Enfin, c'est antinomique. T'as trois problèmes. Alors attends, je vais essayer de réfléchir. Parce que les deux autres, je les ai en tête. Attends, tu m'avais dit quoi? Testeur qui sortait. Attends, combien de personnes? Bah, j'ai 7 personnes, mais sauf que j'ai 3 équipes de 7. Ouais, t'as un Et le problème de testeur, il est transverse. polyvalence. Problème de polyvalence, tu vois, parce que l'équipe Bah, devrait se responsabiliser sur les tests aussi, déjà. déjà, bien sûr. Voilà. Une personne coupée entre 3 équipes, moi, je déteste. C'est un Ouais. truc, enfin, très honnêtement, je déconseille de faire ça à tout le monde. C'est sur le papier, franchement, sur Excel, c'est brillant, hein. Ça marche pas, les gars. Enfin, déjà, le cerveau de la personne, elle passe sa vie à faire du context switching, etc. Ouais. Elle est intégrée comme il faut dans aucune équipe. Euh, En vrai, il n'y a rien qui marche là-dessus. Et l'autre point, bah, c'est qu'en fait, le mec, il avait juste trop de charge. Ah oui. Donc, il prenait une pression du futur. C'était un gros bottleneck. Et il s'en rendait bien compte, en fait. Donc, déjà, humainement, c'est pas cool. Et C'est tu clair. retardes tes livraisons. Donc, ouais, là, il y avait un bon combo de trucs qui marchent pas en termes de workflow. Ça, c'est un choix de PMO un peu, hein. C'est-à-dire, ok, c'est bon, j'ai un testeur qui fait 33,3333333% sur une équipe, ça devrait rouler. Et, mais ouais, tu vois, tu as l'aspect aussi, enfin, polyvalence, économie, gain de temps, mais c'est complètement con parce que le problème, c'est ta qualité à la fin aussi. Et le sprint N+1, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, tu te dis que ouais, là, il y a un vrai problème de workflow. Et c'est ce que j'avais noté ça comme question, hein. Comment est-ce qu'on fait pour pas scuser la dernière étape? Et pour moi, c'est le parent pauvre, hein. Toute l'étape de la qualité du test, souvent c'est bypassé. Ça vient en plus quand tu prends du Scrum ou en tout cas un déroulement itératif. Ça arrive en fin de workflow. Eh, bah, en fait, il y a le testeur aussi là qui doit vérifier avant qu'on puisse livrer en prod. Et souvent, on fait, ouais, mais j'ai pas le temps, moi, du coup, ce sera jamais, on va jamais pouvoir livrer à temps, etc. Et ça, ouais, c'est un vrai souci, quoi. Ouais, carrément. Après, tu vois, tu Euh, as aussi un. Là, je t'ai cité des impacts hmm, qui sont plutôt négatifs. ouais. Mais tu as des impacts qui sont positifs aussi, en fait. Hmm, Si ton workflow, il est bon, tu vois, tu as bien travaillé, tu as bien itéré, et tu as un bon workflow. En fait, tu vas acquérir ce que moi j'appelle une prédictibilité correcte. oui, En Kanban, on va parler de temps de cycle, de débit, etc. Moi, je te la fais simple. Tu sais que si une tâche elle rentre dans ton flux, globalement, tu peux la release dans 2 semaines. ouais. Voilà, c'est à peu près ça tes chiffres. Après, bien sûr, si tu sais que c'est un truc qui est plus gros, qui est plus complexe, machin, etc., oui, ça va. Mais bref, globalement, tu sais que tu as à peu près cette prédictibilité. Bah, en fait, pour t'interfacer avec le reste du monde, c'est simple. Tu Mhm. vois? Tu peux te baser là-dessus. Tu peux communiquer. Tu peux gérer tes adhérences comme ça. Sauf que si ton workflow, il est tout naze, c'est une autre histoire. Parce Oui, que là,
t'en sais juste rien en fait. Et les gens, ils vont te demander au bout d'un moment, c'est normal. Ok, ça ce truc-là, ça sort quand? Ou tu as besoin de moi quand pour t'interfacer, etc., etc. Si, si tu sais pas répondre, c'est plus complexe. Donc ça amène aussi des aspects positifs en fait d'avoir un workflow qui est bien conçu et qui tourne bien. Ouais, et ça me permet de rebondir sur une autre question, c'est du coup, là, pour voir que ça tourne bien ou ça tourne mal, hein, il faut mesurer l'efficacité. Et là, il y a un tas de notions dont on a déjà vraiment parlé. Il y a time to market, cycle time. Pour moi, la mesure, quand c'est... enfin, faut qu'il y ait une efficacité derrière, faut que ce soit pertinent. Et pour moi, ça l'est. Parce que typiquement, le cycle time, c'est entre deux étapes, on va mesurer le temps. Entre ça et vérifier comment ça va en fait dans un diagramme de flux cumulé, on arrive à faire le rapport. Et c'est aussi un bon moyen de vérifier l'efficacité, de se dire, ah tiens, c'est bizarre, là, on a un cycle time qui est pas ouf entre deux étapes, plus on arrive à mettre la surcouche avec le lead time en se disant, OK, quand ça rentre et quand ça sort, et ben, ça prend, ah, ouais, c'est bien, ça prend moins de 2 semaines, donc on est pas mal. Non, ou ça prend 6 mois. Là, il y a un problème. Et cette moyenne-là, elle est extrêmement importante. C'est vrai, c'est une manière de vérifier l'efficacité et surtout de vérifier si son workflow est pourri, en fait, tout simplement. Ouais, moi je trouve que c'est hyper important quand tu commences un workflow, quand tu es en train d'optimiser, etc. D'aller mesurer, d'aller poser ces trucs-là, d'aller effectivement examiner ton diagramme de flux cumulé, même si je trouve que Hmm. c'est un diagramme qui est invitable entre toi et moi. Mais c'est pas grave, enfin, il fait son job, mais c'est juste Ouais. à chaque fois, moi je prends une aspirine à chaque fois que j'ouvre ce truc. Euh, mais je sais pas, ça va être mon cerveau, je sais pas, il est pas en phase avec, enfin, il est pas aligné avec ce truc. Bref, j'aime bien plutôt moi, tu vois, genre mesurer le débit. Je trouve Oui. c'est hyper simple, hyper straightforward à comprendre. Mais donc comme je te disais, je trouve ça cool quand tu établis ton workflow, quand tu veux optimiser ton workflow. Et après, idéalement, c'est censé presque disparaître. Oui. J'entends par là, si ton workflow il est clean, si ça tourne bien et que tu livres de la valeur ultra régulièrement, heu et que c'est tout ça, c'est sain. Moi, aujourd'hui, je mesure même plus ça, hein. Enfin, à partir du moment où, je livre, méga régulièrement, que j'ai mes feedbacks, que tout que tourne, que l'équipe elle est OK, machin et cetera, Mhm. ça fait une éternité que j'ai pas ouvert un diagramme de flux cumulé. Parce que je sais que j'ai pas de bottleneck, parce que je sais que je livre, parce que je sais que tu vois? Donc faut pas non plus, être trop, au taquet sur les mesures, quand Mhm. ça marche bien. Par contre, quand ça marche pas, là, faut s'en Ouais. servir. On a la data, faut s'en servir. Ouais, tu vois, et limite, ça, à la rigueur, on s'en foutrait presque, hein, c'est pas très grave parce que, ouais, si tu arrives à livrer régulièrement de la valeur, c'est que ton équipe est suffisamment autonome, rodée et efficace. Donc, puis après, tu as aussi le principe de l'auto-organisation. Les équipes sont censées s'auto-organiser, s'améliorer en continu. Si on n'arrive pas à ce moment-là, c'est qu'il y a d'autres soucis, d'autres irritants, et c'est certainement pas à travers du KPI de workflow ou même du KPI que tu vas réussir à résorber le problème. C'est en discutant avec les gens, en cherchant des irritants, en faisant des rétros, tout simplement. Ouais, clairement. Voilà, hein. Ouais, donc on a parlé un petit peu des impacts pour l'équipe en fait d'un mauvais workflow. Ouais, j'avais noté quelques trucs, notamment sur, c'est sur les histoires d'équipes qui peuvent être bornées Mmh. et qui sont persuadées que leur workflow est OK, qui du coup ils restent complètement bloqués et ils ont du mal à sortir de cette zone de confort. C'est juste une histoire d'habitude. Alors qu'il faudrait peut-être quelques déclics pour, pour pouvoir évoluer et les faire progresser. Est-ce que tu as des conseils ou des avis là-dessus? Ouais, carrément. En fait, je pense que la meilleure stratégie, mais comme souvent, hein, ça c'est un truc que j'utilise à mort. Alors je fais moins de coaching aujourd'hui, mais il y a un moment ça reste un peu aussi qui tu es, tu vois? Mhm. Heu, Ouais, je pense que la meilleure strat, c'est de pas attaquer le problème sous l'angle du workflow, d'accord. mais plutôt sur les problèmes qui en découlent. Si je Hmm. reprends mon exemple de testeur de tout à l'heure, avec le fait qu'il soit dans une équipe transverse, qu'il teste sur le sprint N+1 et tous les trucs qu'on a analysés. Bon, ça crève les yeux que c'est pas optimal. En vrai, tu pourrais avoir une posture, très, consultant en disant: «Vas-y, c'est éclaté,
Tu as 3 testeurs dans ton équipe, tu en mets un dans chaque équipe, tu les fais participer pendant le sprint, etc. Tu vois, en mode, voilà ce qui va pas dans ton workflow. Mais Ouais. en fait, souvent, tu vas avoir toute l'homéostasie du système qui veut garder son dispositif. Parce que comme tu disais, ça optimise les coûts, tout ça là. Bah, moi, je trouve qu'un angle d'attaque intéressant, c'est de pas parler de test en fait. Tu vas parler de Oui. lead time. Tu vois? Tu vas dire, OK, quand tu détectes un bug en prod, il faut combien de temps avant de livrer une version corrective? Bah là, dans ce système-là, c'est 6 semaines. Le ticket d'entrée, c'est 6 semaines. Et là, tu peux poser d'autres questions intéressantes. Est-ce que tes clients, ça leur va? Ou est-ce qu'ils râlent? Bah, clairement, je suis sûr que tu as 2-3 commerciaux qui ont des clients qui hurlent au téléphone parce que, c'est un bug Oui. bloquant et que 6 semaines, c'est pas OK du tout, quoi. Enfin, là-dessus, on devrait plutôt être entre 6 heures et 6 minutes, je suis désolé, hein. Donc et et si tu leur demandes d'expliquer, mais du coup, pourquoi, ça fait 6 semaines? Toi, tu le sais très bien. Ouais, OK, il y a un peu de manipulation, vas-y, je dis pas le contraire. Mais mais en fait, tu invites tout le monde. Tu invites les testeurs, les managers et cetera et puis tu commences à dessiner ton workflow, à expliquer, comment ça fonctionne et cetera, leur workflow et au bout d'un moment, il y a un mec qui va tilter, tu vois? Il va dire: «Mais attends, pourquoi on travaille comme ça là? Du coup, on est obligé d'attendre, 3 semaines de plus et cetera et si on faisait ça, on pourrait gagner 3 semaines». Bah, ouais, effectivement, ouais, tu pourrais gagner 3 semaines et en fait, en attaquant sur le côté lead time et le côté qui les touche eux, à savoir le mécontentement des clients au téléphone, on fait des produits, on fait du business, on est là pour les clients. Oui. Heu, là là, tu peux commencer à avoir des accroches pour dire: «OK, on a envie de changer un truc. On a envie de changer l'outcome», tu vois? On a envie de changer, ce qui va pas avec notre client et tu retires tout le truc et tu arrives, bah, ouais, peut-être qu'on pourrait faire cette tentative d'immerger un testeur dans une équipe et de le faire tester en continu, mais en partant par la fin. Oui. Moi, j'aime bien. Je sais pas si toi Ouais. tu le fais comme ça, hein, mais Bah, ça dépend des contextes. Mais tu as raison, en fait, dans tous les cas, c'est aussi recentré sur. En fait, ton lead time, c'est. Si tu lis à la valeur, derrière, tu as tout gagné. Parce que tu t'en fous, en fait, tant que tu livres de la valeur. euh, Si tu livres rapidement de la valeur, tu mesures ce truc-là. Et souvent, ce qui. Souvent, c'est aussi ce qui est embarqué. Tu sais, c'est le côté ah, en fait, on doit tout faire. Du coup, ton lead time, il est super long parce que ton équipe, elle a des milliards de trucs à faire et elle livre jamais rien. Tu vois, tu as aussi ce truc-là. mmh, Et ouais, et là, bah, en fait, c'est ton cadre de workflow. Ton dot, déjà, il doit être super robuste. Ta priorisation par la valeur, elle doit être faite en amont. Tu dois aussi aller mesurer les impacts en termes de. Tu récupères ton feedback, tu mesures tes impacts. Et là, tu as déjà gagné. Et finalement, ton workflow, c'est juste ta manière d'aller dérouler les choses et de créer ton cadencement de manière la plus intelligente possible. Et t'as ce point-là qui est super, super important. Et ton équipe, elle sera forcément en phase. Mais si tu lui as expliqué le sens, j'avais noté une petite question, c'est quoi les impacts pour une équipe sur un workflow qui est complètement claqué? Bah, finalement, si l'équipe définit un workflow qui est bien adapté, qui est efficace, avec la conscience de oui, notre lead time est OK, la valeur qu'on a apportée aux utilisateurs, elle est forte, et on a compris quel était le sens aussi de nos réalisations, donc ça c'est super important pour la motivation. Déjà, là, je pense que t'es pas mal. T'es ouais, vraiment bien. clairement, clairement. Après, tu vois, tu as d'autres, trucs que j'aime bien pour essayer d'aider les équipes à améliorer un workflow ou en tout cas se rendre compte que leur workflow actuel, il est pas forcément, aux petits oignons. Typiquement, tu as l'atelier de VSM, faire du value OK. stream mapping, qui à Mhm. la base, c'est un truc qui nous vient plutôt du lean, hein, de vraiment de l'industrie. Mais ce que j'aime bien dans cet atelier, donc en gros, pour la faire courte, tu prends un grand tableau blanc ou un brown paper, tu dessines, tu modélises toutes les étapes de ton flux, toutes tes flèches. Vraiment, hein, c'est-à-dire que si des fois, enfin, c'est pas que un truc droit, tu peux aussi avoir des flèches qui disent, bah tiens, quand c'est en test, ça repart en backlog parce que nanana. Mhm. Et sur chaque étape, tu vas mettre des mesures factuelles. Tu vas OK. vraiment aller, alors si tu as un Jira, tu peux récupérer les données ou ce genre de choses, ou sinon, enfin, ça tout dépend de l'outillage que tu as, mais et tu vas mettre sur chaque étape. Là, on passe en moyenne 6,2 jours. OK. Heu et ensuite, si sur tes flèches, tu vas aussi dire:
tiens, le pourcentage pour que ça aille de cet état-là à cet état-là, c'était 80%. Par contre, le corner case, c'est 20%, etc. Et ça, tu fais cet atelier en mettant toutes les parties prenantes, etc., tous les gens qui sont là, les testeurs, l'infra, tout le monde. Et que tout le monde se rende compte de le vrai flux, c'est ça. C'est ça Oui. qu'on fait, tu vois. Et il y a des gens, ils vont poser des questions de ouf. Ils vont dire, mais attends, mais ça, c'est débile. Pourquoi on fait ça? Et là, tu arrives dans les. C'est ce qu'on a toujours fait. Ou c'est Michel qui a posé ça il y a 2 ans. Ou nanana, nanana. Et sauf que, tu vois, collectivement, l'équipe va pouvoir remettre en cause parce que visuellement, elle a vu qu'il y Oui. avait un truc qui était vraiment pas cohérent. Mais personne s'est jamais interrogé sur le truc. Ouais. Et ça, c'est fou, hein. Il y a un autre truc, enfin, c'est super intéressant parce que tu as la vision aussi transverse, tu sais. Mm. Souvent, il y a l'équipe qui s'autodigère. Tu sais, ouais, c'est le workflow de l'équipe, ils font de la merde, les étapes sont pas OK, etc. Mais en fait, tu as tellement de choses en parallèle. Et quand tu parles de partie prenante, c'est la priorisation. Il faut qu'il soit suffisamment réaliste pour se dire, OK, ça va nous apporter des choses. Donc, tu as tout le travail en amont qui est géré par un PO, ou, enfin, peu importe, finalement, on s'en fout. Et mais tu as aussi, quand tu parles d'infra, d'archi, etc., dire, OK, mais l'équipe là, elle est en PLS sur telle étape parce que les environnements seront KO, parce qu'ils n'ont pas la bonne configuration, pour plein de raisons techniques. Ce qui finalement, en fait, si tu n'en parles jamais, et souvent c'est ça, on révise le workflow d'une équipe, c'est bien, et tu parles jamais en fait de finalement quels sont les impacts extérieurs, enfin, qui viennent en fait de l'extérieur, qui vont aller pourrir la capacité de l'équipe à mettre un workflow qui est pertinent. Et du coup, il n'y a pas de fluidité du tout. Donc ouais, enfin, ça c'est vrai que c'est un bon conseil, je pense qu'on peut donner, c'est n'hésitez pas aussi à évaluer les interactions que vous avez à l'extérieur pour optimiser la capacité de l'équipe à produire. En fait, c'est juste ça. Ouais, carrément. Ouais, tu vois, j'avais une super question et moi je l'adore celle-là. C'est qu'est-ce que tu en penses de cette célèbre colonne bloquée qu'on Ça peut voir n'existe pas. Ah non, bah, le pire c'est que ça existe sur le terrain. J'imagine que tu as déjà vu ça. Mais Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que à peu près toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu collaborer, il y en a un petit paquet, m'ont toutes, à un moment donné, proposé ou demandé d'ajouter une colonne bloquée dans un flux. Parce que, heu, pourquoi? Heu, on pourrait passer, un épisode entier à parler WIP, work in mm, process. C'est un truc qui me passionne, c'est, le sujet majeur sur lequel je travaille avec mon équipe actuelle et cetera, sur lequel on galère, et sur lesquels on essaye de se challenger sur le flux tiré et cetera. Mais en vrai, c'est ultra complexe et quand tu commences à mettre en place ce genre de choses et que tu veux vraiment, hem, comment dire? Mettre des limites sur ton flux pour éviter de pousser, pousser, pousser et plutôt d'aller tirer de la valeur. Tu vas ouais. très vite arriver sur ce genre de réflexion et de débat. Ouais, mais là, en fait, ma tâche, elle est encore en WIP, mais c'est parce que, en fait, je suis bloqué parce que, Michel, il a pas fait tel truc. Ou parce que j'attends, le code review de, truc mu. Ou parce que, en fait, c'est une dépendance externe et cetera. Mm, Ça, c'est des bons sujets, ça. ouais. Ça, c'est des super sujets. En fait, moi, je suis pour les équipes, verticales du sol au plafond, qui Mm, peuvent, être capables d'avoir une idée et de la livrer en production et d'aller chercher du feedback. C'est comme ça que je conçois, l'agilité et le travail en équipe dans la tech et en fait, quand on me dit ça, ça cache autre chose. Donc moi, chez moi, il y a pas de colonne bloquée, ça n'existe pas. Il y a pas de file d'attente non plus, ça n'existe pas. Heu, OK, reprenons les exemples. Ma tâche, elle est bloquée en WIP parce que j'attends le travail de Michel. Très bien. On va faire du pair prog avec Michel. En fait, c'est ça dont tu as besoin, tu vois? Donc et une fois que tu auras débloqué Michel, bah, tu auras débloqué ta tâche aussi. Banco. Allez hop, tu 2 points, une pierre, 2 points. Heu, 2e sujet, ma tâche en fait, elle est bloquée parce que j'attends un code review. Mais très bien, au stand-up, demande qui peut faire un pair reviewing avec toi et paf, ta tâche elle est débloquée, tu vois? Et en fait, je faudra que tu m'arrêtes sur ce sujet parce qu'il me passionne, Ah, heu, m t'inquiète, hein. Je mais te laisse continuer, j'ai aussi des trucs à dire. en fait, on touche là à un gros problème qu'on a dans la tech. Je suis un ancien dev, j'adore la tech, je dev encore d'ailleurs et
malheureusement, on pense que le métier de dev, c'est dev. C'est de coder des trucs. Hmm. Je suis pas en phase. Je suis pas aligné avec ça, moi. Et en fait, quand tu commences à dire: «Je vais mettre des limites, je vais faire du flux tiré, je vais mettre des contraintes à mon système» et cetera, qu'est-ce que tu vas demander à ton équipe? Tu vas demander de devenir beaucoup plus pluridisciplinaire, beaucoup plus auto-organisé. Tu Ouais. vas demander aux gens d'étendre leur périmètre d'action et tu vas méchamment les sortir aussi de leur zone de confort qui est d'écrire du code. Donc Oui. c'est d'une puissance infinie, mais c'est complexe. Et comme tout changement dans un système, tu as de la résistance et cetera et cetera. C'est normal. Mais en tout cas, c'est passionnant. Mais ouais, en tout cas, ce truc-là, c'est. Enfin, tu as dit un truc, hein, c'est ouais, la colonne bloquée, c'est. Ouais, c'est tellement un symptôme d'un manque de communication au global, hein. Parce que oui, tu disais, Daily, bah oui, t'en parles, je suis bloqué, on y va, on débloque. Non, c'est ça, on va atteindre un objectif ensemble. Quelqu'un est bloqué, l'équipe arrive de manière collective, en tout cas, à trouver une solution. Et ça, oui, il faut développer une certaine forme de polyvalence, d'autonomie. Et puis, la contrainte, enfin, en tout cas, l'erreur de faire une colonne bloquée, enfin, elle vient de ouais, mais on a des trucs où on n'avance pas. Ah ouais, mais ils se posent pas la question de pourquoi est-ce qu'ils avancent pas. Et si c'est des dépendances, eh ben c'est pas grave. Va chercher les personnes, communique, sois proactif, essaie de trouver une solution. T'es pas un simple exécutant. Et en fait, ce que tu es en train de réaliser, c'est un produit pour des utilisateurs. T'es pas en train de pisser du code. En fait, c'est ça ton table de développeur, c'est de proposer des solutions euh, pour, euh, pour régler des problèmes en fait au sein des entreprises. C'est pas autre chose. Donc ouais, C'est ça. Après, c'est cette question-là, hein, c'est de remettre du sens dans le métier, en tout cas des dev teams, tout simplement. clairement, clairement. Et c'est toute la notion de l'empowerment, et cetera, et cetera. Mm. Je vais pas te mentir, je vais pas te mentir. Je pense aussi que le système français notamment Mm. a eu une mauvaise influence sur les équipes tech et les devs en les cantonnant dans ce rôle d'exécutant et de produire du code. Ouais. Heu, Malheureusement, en fait, je le pense vraiment, et en fait, bah, du coup, il faut désapprendre. Il faut Mm. désapprendre ce truc-là en disant: «Non, non, non, tu es là pour apporter de la valeur, tu es là pour résoudre des problèmes», comme ce que tu viens de dire et une manière d'apporter de la valeur dans ton taf, c'est de créer du code Ouais. et tu as une compétence là-dessus, donc on compte sur cette compétence, mais je compte aussi sur ta capacité à, trouver des solutions alternatives, à aller, voir si sur le marché on peut pas faire acheter un truc à la place, à aller, effectivement, documenter, à aller, faire une interview avec un utilisateur, enfin tout le reste et puis surtout aider tes petits camarades à faire avancer le flux, en fait et ça, aujourd'hui, moi le constat que je fais, c'est que, bah, il faut quasiment faire désapprendre aux gens le fait que leur métier, ce n'est pas le code, Oui. pour leur réapprendre l'intégralité du périmètre sur lequel on les attend. Et c'est vraiment un truc, assez frappant. Mais en vrai, moi, je trouve ça, plutôt cool. On dit juste aux gens, «Non, non, tu es plus compétent que ça, en fait. Et, Je t'attends sur beaucoup plus de trucs que ça». ouais, et puis fondamentalement, tu sais, quand tu as ce truc-là, c'est le métier d'ingénieur. En fait, c'est là, tu es là pour fournir des solutions, tu vois. C'est ça, en fait, le taf d'ingénieur. Et à croire que sur les devs, il y a eu ce truc qui a glissé parce qu'il y a eu trop longtemps, trop souvent, un mode client-fournisseur de simple exécutant où, tiens, bah, en fait, on va te dire ce que tu vas faire, toi, tu vas fournir la solution, et puis finalement, l'intelligence t'en met un peu, mais pas tant que ça. Alors que là, on est en train de. Et c'est très lié aussi, en tout cas, au mindset que j'ai par rapport à l'agilité, et que je pense une bonne partie quand même des personnes ont, c'est on va faire de la collaboration, on va s'engager auprès de vous, et on va vous aider en fait à travailler mieux et à atteindre vos objectifs. C'est ça le truc. Clairement. J'étais en train de regarder, peut-être une dernière question avant de passer à la conclusion. Ça, c'est des gros sujets qui pop, qui sont un peu à la mode. Et c'est quoi la liaison entre ce workflow, la discovery et le delivery? Alors, c'est un sujet qui est large, hein. Ouais, clairement, c'est large. C'est des trucs sur lesquels, je me suis posé pas mal de questions, en tant que quelqu'un qui fait du produit, effectivement.
comment j'articule la phase de discovery avec ce workflow qui, la plupart du temps, est plutôt orienté delivery. On va pas Mhm. se, on va pas se mentir. J'ai pas forcément trouvé encore les solutions qui me plaisent totalement. J'ai testé pas mal de trucs. Il y en a un, malgré tout, c'est celui sur lequel je fonctionne aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que, alors nous, on fonctionne en hybride. On est moitié-moitié à la maison, moitié-moitié au bureau. Et on a gardé un petit peu pas des masses, mais on a gardé un petit peu de management visuel, Mhm. physique, j'entends. Le reste étant sur les outils numériques parce qu'on a des gens qui sont full remote, etc. Mhm. Et pour la partie discovery, j'ai un board dans le bureau avec. C'est un peu un mix entre un mur des opportunités et une roadmap. J'aime bien croiser un peu les trucs. Et donc, du coup, tu as les sujets qu'on veut traiter, genre qu'on est en train de traiter maintenant, le short terme, le mid terme, le long terme. Ces trucs-là, moi, je les affine, je les bosse en fonction des meetings clients, etc., etc. Et du coup, c'est un peu ce qui se passe en amont de notre workflow de delivery. Mhm. Mais par contre, c'est parce que c'est hyper important, c'est transparent. C'est-à-dire que tout le monde y a accès, me voit faire les modifications en direct, faire les changements, etc. Parce qu'on a un changement de prio, une opportunité ou autre. Euh, voilà, ça, c'est un des trucs sur lesquels j'ai bossé. Il y a un pointeur qui est intéressant. Faudrait que je te retrouve ça, mais c'est un truc qui s'appelle de mémoire. Attends, je suis sur mon PC en même temps. L'X Canva, je crois. Ok. Ou design. Oh putain, alors c'est un peu chiant parce que tu mets les trucs dans tous les Pour... sens et ça veut dire quelque chose. On Bref, pourra en fait, poser la référence dans le com. ouais, je te pousserai la référence. Ouais. C'est une conf que j'avais vue effectivement à School of Product avec le mec qui avait créé ça. Ça Ouais. vient plutôt de l'univers de l'UX, où justement, tu avais toute cette notion de c'est quoi mes opportunités, c'est quoi les faits qui se raccrochent à mes opportunités. Donc là, c'est tes interviews, etc. Tu mets du factuel et tu les raccroches à tes opportunités. Et à la fin, c'est quoi mes solutions possibles pour Mhm. répondre à ces opportunités, tu vois. Et j'aimais bien ce concept. Et en plus, visuellement, ça te fait des arbres. J'aime bien l'idée. Maintenant, il y a un moment où bah ouais, tu bascules d'une phase de je suis dans l'idéation, je suis dans les solutions possibles, vers OK, maintenant on délivre et on s'assure que on a bien résolu le problème. J'ai pas trouvé, honnêtement, hein, j'ai pas encore trouvé la solution qui me convient parfaitement. Je continue à faire des tests. Ouais, et je pense que c'est tellement pas naturel. Autant sur tout ce qui est delivery, hein, tu l'as dit, hein, il y a déjà tellement de documentation, des habitudes de travail, etc. Ce qui fait que c'est assez simple. Mais discovery ou conception, c'est pareil. En fait, tu peux parfaitement t'imaginer en fait un workflow adapté à ton besoin avec ta phase d'idéation, maturation. J'ai besoin d'aller recueillir du feedback, d'aller faire des interviews utilisateurs, etc., etc. Jusqu'à un moment où c'est suffisamment mature pour rentrer dans tout le cadre de delivery et se dire, OK, bah ça, on va le produire et on va fournir aux utilisateurs parce que tout est qualifié. Mais souvent, c'est un manque, c'est dire, ah, c'est un peu YOLO. Tu sais, la phase de discovery, j'ai l'impression, quoi, que c'est une conception, c'est un peu en mode YOLO, on prépare des trucs, on sait pas trop. Mais finalement, il y a peut-être certains principes qu'on peut, en tout cas, essayer d'appliquer et qui donnent un minimum de cadre et aussi de transparence, hein. Et quand tu parles de roadmap, c'est aussi ça, hein, ça permet de rechallenger les différentes étapes de la roadmap, potentiellement faire pivoter un produit. C'est une manière de faire. En tout cas, c'est assez intéressant comme sujet. Mm. Ok, je te propose de passer à la conclusion. Est-ce que tu as genre un ou deux ou trois conseils pour aider les équipes à faire un bon workflow de manière très rapide? Alors oui, clairement, l'idée de base, et c'est ce que préconise Kanban, hein, c'est de partir là où vous êtes actuellement. En fait, essayez pas de projeter une situation idéale directe. Mm. Heu, Vous allez commencer par modéliser la manière dont vous travaillez aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un truc qui est essentiel. Une des erreurs classiques quand on essaye de commencer à bosser sur ça, c'est de transposer quelque chose qui va marcher ailleurs. Tu vois? Mm. Dans une autre équipe, par exemple: «Ah regarde, eux, ils performent trop bien, machin et c'est incroyable, machin. On va prendre leur workflow, faire copier-coller, on va le mettre chez nous».
Ouais, Mais en une fait, sorte c'est de cargo culte, quoi. exactement. Ouais. Et sauf que, en fait, non, ça marche bien chez eux. Mais chez toi, il y a peu de chances que ça marche pas. Une autre erreur, c'est, enfin, en tout cas, plutôt une préco, c'est éviter de vous précipiter sur les outils. Tu Mm. vois? Direct d'aller dans Jira, Trello, GitLab ou whatever et de se mettre à tout créer avec 10 000 règles et tout, «Ah regarde mon workflow, il est aux petits oignons, il fait des flèches partout et j'ai mis des conditions, des préconditions, des machins, des trucs là». Alors non, heu, commencez par prendre un tableau blanc, tu vois? Ou, du brown paper Mm. et réunissez tous les acteurs et allez-y, faites l'exercice. Tu le modélises, tu peux faire des ratures, tu peux mettre des post-it pour mettre des commentaires, et cetera. Tu peux itérer, tu peux tout déchirer en disant: «En fait, celui-là, non» et une fois que tout le monde est confort, une fois que tout le monde se dit: «Ouais, effectivement, ça, on a envie de travailler comme ça», là, tu peux le passer dans les outils. Ouais, j'aime bien hein, ce conseil-là, surtout réunir tous les acteurs, parce que souvent, en fait, c'est l'équipe qui s'autodigère, qui va aller réviser potentiellement son workflow, et encore quand c'est fait. Mais là, de se dire, OK, on va aussi voir tout ce qu'il y a autour et qui a un impact finalement sur l'équipe. On va aussi les rentrer, ne serait-ce que pour qu'ils puissent comprendre et rechallenger aussi cette histoire de workflow et de manière de travailler de l'équipe. Et l'autre truc qu'il faut vraiment éviter de faire aussi, c'est, éviter les grands bouleversements. Éviter de Mm. vous dire: «Bah, aujourd'hui, on a un workflow qui est A, c'est pas fou, c'est pas dingue. Bah, tiens, on va tout changer, on va faire B». Là, ça là, pour l'équipe, c'est d'une violence. Faut Ouais. pas faire ça, hein. Faut pas en vrai, faites pas ça vraiment, dans le sens où, les meilleurs changements sur les workflows, c'est quasiment ceux dont tu t'aperçois pas. Mm. Tu vois, Oui. les tout petits pas, micro ajustement, qui met un micro truc, meilleur, tu vois? Enfin une micro amélioration et petit à petit, la somme de toutes ces micro améliorations, elle fait que ton workflow, il est vraiment cool Ouais. et surtout, tu as aucune violence dans le changement. Faites du Kaizen, quoi. C'est ça Beh, l'idée. ouais Ah et ouais. faites des petits pas. Enfin, il y a un moment, c'est on pourrait parler de ça sur, les transfos ou autre, tu vois? Mm. Heu, c'est violent de demander aux gens de changer et de faire des gros changements. Donc Ouais. c'est juste, allez-y petit à petit, itératif, hein, on est quand même, des gens, Mm. agiles et faites petit et soyez OK pour dire aussi: «Bah, en fait, c'était pas un bon changement, je le revert», tu vois? Ouais, ça, je l'ai observé hein, ces derniers temps, d'avoir, enfin, observé, discuté, etc., d'avoir justement ce côté, ah, en fait, on a décidé de faire du Scrum et tu as des équipes qui disent ouais, non, mais nous, ça marche pas comme ça, on n'est pas dans le bon mindset, notre nature d'équipe fait qu'on fait par exemple du run. Donc, faire Mmh. du Scrum et faire du run, bon, bah, je pense qu'il y a un problème de compatibilité. Et finalement, c'est bam, ils se prennent ça dans la gueule et disent bah, ça marche pas. Du coup, ils essaient un autre truc, ça marche pas. Ils essaient un autre truc, ça marche pas. Parce qu'ils prennent un cadre complet, de manière un peu théorique, ils le posent. Et finalement, oui, ils essayent pas de se dire, OK, bah, c'est le conseil que tu as donné, et je pense que c'est le meilleur conseil, hein. Voilà l'état des lieux sur notre manière de travailler, sur notre workflow. On va regarder un petit peu là où ce qu'on a nos irritants principaux, et on va tester nos trucs. Et au fur et à mesure, on va arriver au moment où l'équipe est capable de s'embarquer ensemble, de collaborer, de livrer de la valeur, et que ce soit fluide et autonome. Euh, voilà. Ça fait une Mais bonne ouais, conclusion? je pense que ça fait une jolie conclusion. C'est ça. OK. Carrément. Bon, on est bien. Moi, il me reste à te remercier, David. C'était super de t'avoir sur ce podcast. Et je te remercie pour le temps que tu accordes et tous les éléments que tu viens d'apporter. Bah, écoute avec plaisir, comme je le disais, hein, enfin on est une belle communauté. Je pense que tous les gens, aiment bien, effectivement ce côté, partage, machin. Moi, je vais vachement, hein, piocher dans tout ce que les gens font aussi, ça me nourrit. Donc, bah, Mhm. il faut essayer de redistribuer à son humble niveau et avec la valeur qu'on peut fournir. Hésitez pas, à venir vous connecter sur les réseaux, échanger et cetera. S'il y a un truc que j'ai dit sur ce podcast, si vous êtes complètement en désaccord, bah, venez me DM et venez m'expliquer pourquoi. Ça m'intéresse vachement. Je pourrais, apprendre et grandir. Donc, enfin, m'insultez pas quand même, parce que sinon c'est gênant. Voilà, Mais, avec parcimonie, les insultes. ouais, C'est voilà. ça. Mais au contraire. Donc, si vous avez envie avec nous, que ce soit en public ou en privé, n'hésitez pas à venir réagir à ça, ouais. OK. Eh bien, c'est super. Et il me reste à dire à bientôt et à très vite.